La fraude fiscale et les paradis fiscaux, ce sont des sujets qui étonnamment étaient absents du débat présidentiel, alors que pour nous, ce sont des sujets prioritaires, hein, vous allez le voir, hein, ne serait-ce que par rapport au coût. Chaque année pour la France, c'est près de 80 milliards quand même, donc c'est plus de 1000 milliards au niveau européen, donc c'est évidemment un enjeu économique considérable, au-delà évidemment de l'enjeu moral, donc ce sont des sujets qui ne doivent pas être mis de côté, et ce sont des sujets extrêmement importants, et un peu techniques, c'est pourquoi on a souhaité inviter des spécialistes pour nous expliquer tout ça, puisqu'évidemment, beaucoup de personnes ont intérêt à ce qu'on ne comprenne rien, mais justement, nous, on a envie de comprendre. Voilà. Donc, merci à Stéphanie Fontaine, journaliste d'investigation, qui travaille pour plusieurs journaux comme Marianne, l'Express, Le Canard enchaîné, et merci d'animer cette table ronde et de présenter nos valeureux intervenants. Allô, allô, ça marche ? Donc bonjour à tout le monde. Effectivement, vous avez vu Jean-Christophe Picard donc à l'initiative d'Anticor pour discuter donc de la fraude et de l'évasion fiscale en France, avec surtout cette question en tête: l'État est-il sur ce sujet au moins au-dessus de tout soupçon? Alors en clair, mène-t-il la politique nécessaire qui permettrait de lutter de manière efficace et surtout de manière effective, j'entends par là bien réelle, contre cette fraude et cette évasion fiscale? Se montre-t-il juste, loyal, tout simplement irréprochable dans le cadre de cette quête? Ne peut-on pas le soupçonner d'établir lui-même des règles permettant à certaines personnes, certaines entreprises, de déroger et donc de se soustraire à la loi, ou du moins à son esprit? Donc voilà toute la question, toutes ces questions-là devront être posées lors de notre débat. Alors d'ailleurs, c'est la différence que l'on peut faire entre la fraude fiscale et l'évasion fiscale, ou plus exactement l'optimisation fiscale. La première revêt cette notion d'illégalité, hein, c'est véritablement se mettre hors la loi. On fraude quand on transgresse la règle, que ce soit d'ailleurs de manière tout à fait délibérée ou de manière involontaire. Et la seconde, donc cette évasion fiscale, est peut-être un peu plus complexe, puisqu'elle peut correspondre aussi bien à des opérations qui relèvent finalement de la fraude fiscale, ou d'autres qui appartiennent à l'optimisation fiscale. Il s'agit là de pratiques consistant alors à contourner la loi, à faire en sorte de diminuer l'impôt en jouant avec les lacunes de la règle, ou en tout cas en contournant son esprit. Alors, on parle par exemple de c'est user des niches fiscales, c'est demander une autre nationalité. Alors là, on se souvient par exemple d'une affaire assez médiatisée en 2013 quand Bernard Arnault a demandé on a appris que Bernard Arnault avait fait sa demande de nationalité belge. Donc Bernard Arnault, je vous le rappelle, c'est le patron du groupe de luxe LVMH, et c'est depuis cette année l'homme qui est considéré comme le plus riche en France, avec une fortune évaluée à plus de 35 milliards d'euros. Alors il voulait, comme d'autres, a priori, d'autres fortunés, paraît-il, donc devenir un exilé fiscal pour sans doute payer moins d'impôts, en tout cas, même s'il s'en est défendu à l'époque, ou en tout cas donc réduire les frais de succession de ses enfants. Alors pour résumer, l'évasion fiscale, quand elle use de pratiques légales, c'est ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, et quand elle use de pratiques illégales, c'est ce qu'on appelle la fraude fiscale. C'est donc le terme générique pour englober tout ça. Alors nous, on va finalement plutôt faire la différence entre fraude fiscale et optimisation fiscale. Alors avant d'entamer notre débat, rappelons quelques chiffres de base afin d'avoir certains ordres de grandeur en tête. La dette de la France est estimée à 2000 milliards d'euros. Les recettes fiscales rapportent à l'État quelques 375 milliards d'euros par an. La fraude fiscale, donc le fait d'être vraiment dans l'illégalité, est estimée, elle, entre 75 et 85 milliards, entre 75 et 85 milliards d'euros par an. Les contrôles fiscaux, eux, permettent en théorie de récupérer 21 milliards d'euros, mais il n'y en a en fait que 12 qui sont recouvrés. Et l'évasion fiscale, là, et donc on parle plutôt d'optimisation fiscale, représenterait, selon un rapport du Sénat qui date un peu, puisqu'il date de 2012, un manque à gagner annuel environ de 35 milliards d'euros pour l'administration fiscale française. Alors bon, on peut estimer que on est bien en deçà de la réalité.
Alors, pour débattre de cette question, nous avons autour de cette table ronde Lison Rebinder, bonjour, chargée de mission au CCFD Terre Solidaire et coordinatrice de la plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le Comité catholique contre la faim et pour le développement Terre Solidaire est la première ONG de développement en France. Reconnue d'utilité publique en 1984, l'association a reçu en 1993 le label Grande Cause Nationale et a le statut de consultant auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Depuis plus de 50 ans, le CCFD Terre Solidaire est mobilisé contre la faim dans le monde. Alors, au CCFD Terre Solidaire, Lison Rebinder, vous coordonnez la plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires qui regroupe des associations, des ONG, différents acteurs comme Anticor justement, et vous travaillez ensemble sur cette question de paradis fiscaux depuis 10 ans. L'objectif est de bâtir une base d'expertise pour mener à bien des opérations de lobbying auprès de la puissance publique afin qu'elle légifère dans l'intérêt général et en particulier pour permettre à ce que ces opérations fassent reculer la faim dans le monde puisque les premières victimes de cette évasion fiscale, vous nous en parlerez sans doute un peu plus tard, sont les pays pauvres. Alors, Alexis Spire, vous êtes sociologue, chercheur au CNRS et vous avez enquêté sur la façon dont on pénalise la fraude fiscale en France. Vous êtes parti de la manière dont on fait le repérage des fraudeurs par l'administration fiscale, dont sont menés les contrôles fiscaux jusqu'aux éventuelles condamnations judiciaires. Votre enquête est à retrouver dans un livre que vous avez coécrit avec Katia Weidenfeld, je le vois, alors je le prends, et que vous avez intitulé L'impunité fiscale aux éditions La Découverte, pour faire très court, mais j'espère bien là aussi que vous nous développerez tout ça lors de notre débat. Selon les résultats de votre enquête, les grandes entreprises et les contribuables fortunés s'en sortent finalement plutôt bien, oh, quelle surprise, avec de simples amendes, bref, ça va pas très loin. Lionel Bretonnet, enfin, vous êtes administrateur d'Anticor depuis 6 ans, vous êtes surtout... Pardon, excusez-moi, j'ai cru. Vous êtes à Anticor, on va dire, et administrateur depuis peu de temps, c'est ça, en fait? Voilà, excusez-moi. Alors, vous êtes surtout ici, autour de cette table ronde, parce que vous êtes fiscaliste depuis 30 ans, après avoir été directeur fiscal d'un grand cabinet d'audit où vous avez eu, entre autres, à gérer un détournement de fonds de 100 millions d'euros dans une banque. Peut-être que vous nous direz dans quelle banque, on verra. Vous êtes spécialisé dans le contentieux fiscal et la défense des entreprises quand elles subissent un contrôle fiscal. Donc vous, mais pareil, j'espère bien que vous nous en direz un peu plus dans quelques minutes, vous êtes là aussi pour nous expliquer comment l'administration fiscale se trompe bien souvent de cible. Voilà, alors je propose que l'on commence par Alexis Spire, qu'on continue avec Lionel Bretonnet et qu'on termine par Lison Rebinder dans un premier temps, pour qu'il nous expose en fait comment il voit justement cette question qui nous est posée aujourd'hui. Et on commence par vous, Alexis Spire, parce que votre livre, quand même, L'impunité fiscale, paraît répondre finalement, au moins en partie, d'entrer à la question qui nous est posée aujourd'hui, surtout qu'en sous-titre de ce livre, vous indiquez « Quand l'État brade sa souveraineté ». Alors, qu'entendez-vous par là? L'État ne serait-il pas au-dessus de tout soupçon? Oui, merci beaucoup et bonjour à tous. D'abord, je suis très content d'être là parmi vous parce que ça fait longtemps que je suis les activités d'Anticor et c'est vraiment un plaisir de pouvoir introduire cette table ronde et de mettre en débat les résultats de cette enquête qui était un peu une enquête au long cours, qui a duré 4 ans et qui porte sur un tout petit sujet, en fait, sur un sujet minuscule, mais en fait qui, à notre sens, et quand je dis nous, c'est parce que je l'ai co-écrit de bout en bout avec Katia Weidenfeld, qui est pas là aujourd'hui, qui est juriste, et moi je suis sociologue. Tout petit sujet, pourquoi? Parce qu'on s'est intéressé aux cas de fraude fiscale qui sont susceptibles d'être pénalisés, c'est-à-dire poursuivis devant les tribunaux. Alors, en droit, si on s'en tient, disons, au texte juridique, ça peut couvrir énormément de cas puisque à partir d'une centaine d'euros, en fait, on peut imaginer que l'administration dépose plainte et engage des poursuites. En pratique,
c'est loin d'être le cas, et on va dire heureusement, parce que c'est pas du tout notre point, enfin en tout cas la thèse qu'on défend dans ce livre, c'était pas du tout que tous les fraudeurs soient poursuivis devant les tribunaux, ou même que les plus gros fraudeurs soient tous mis en prison. Tout ça peut se discuter, on essaye de le discuter dans le livre. Non, notre point, c'était justement, et peut-être que c'est un peu en phase avec, c'est un peu pour ça aussi que c'est un peu en phase avec cette table ronde, c'est de dire, en fait, sur la question de la fraude fiscale, on peut trouver beaucoup d'excuses avec les paradis fiscaux, avec voilà, le fait qu'on est dans une économie internationalisée, que voilà, c'est très compliqué, que ça engage de la diplomatie, etc. Mais là, on est sur un tout petit sujet où finalement ça n'engage que l'État, puisque précisément on est face à des fraudeurs qui sont avérés, qui sont identifiés, et en fait se pose la question de la sanction. Alors tout à l'heure j'ai dit que en droit c'était à partir de 200 €. En pratique, encore une fois, hein, la commission des infractions fiscales, qui est l'un des multiples filtres, en fait impose un seuil minimal de 100 000 €, qui pendant très longtemps était un seuil tabou, secret, qu'on n'avait pas le droit de dire. On était très embêtés dans notre enquête parce que tout le monde avait ce seuil en tête et on n'avait pas le droit de le dire. Et là, heureusement, est venue, entre guillemets, l'affaire Cahuzac, les auditions parlementaires, et donc par le biais des auditions parlementaires, ce seuil a été rendu public. Nous, on pense que ces choses-là doivent être rendues publiques et doivent être en fait soumis au débat contradictoire, parce que en fait, pourquoi je dis que c'est un sujet tout petit, parce que encore une fois, les poursuites pénales, et ça c'est pas propre à la France, parce qu'on fait pas mal de comparaisons avec les pays étrangers, hein, c'est 1000 cas par an, 1200, enfin voilà, de poursuites. Après, on verra quels sont ceux qui sont poursuivis, et donc évidemment comparé à l'ensemble des fraudeurs ou même à l'ensemble des contribuables, c'est tout petit. Mais pour nous, c'est un révélateur, et c'est un vrai révélateur justement d'une forme d'impunité fiscale. Alors là, dans cette courte introduction, je vais pas avoir le temps de le démontrer, mais j'espère avoir l'occasion d'y revenir dans la discussion. Là, ce que je voudrais juste dire, c'est peut-être insister sur les résultats. Donc, comment on a procédé? On a fait des entretiens avec des inspecteurs des impôts, avec des magistrats. On a construit une base de données de plus de 570 jugements pour voir quels étaient les profils de ceux qui étaient attrapés. Très rapidement, pour dresser quelques conclusions de cette recherche, donc qui a duré 4 ans, c'est que, voilà, on a retrouvé des choses qu'on savait déjà un peu, mais qu'on a réussi à démontrer justement par le biais de cette base statistique et par le biais des entretiens. C'est qu'en fait, on a toute une série de filtres, et qu'on a en gros entre 50 et 60 000 vérifications de comptabilité ou contrôles approfondis par an, et que sur ces 50 000, on a à peu près ce qu'on appelle 40 000 contrôles répressifs, c'est-à-dire des contrôles qui laissent penser qu'il y a une mauvaise foi caractérisée, une volonté de frauder caractérisée. Là, on a encore un filtre, il y en a 4000 qui sont transmis à l'échelon départemental. Puis il y en a encore, on se retrouve à 1200 qui sont transmis au niveau national, à l'administration centrale, puis transmis à la CIF, et à l'arrivée, on arrive à 980 poursuites. Donc c'est à travers la série de ces filtres, évidemment, que on a, d'une certaine manière, des biais de sélection, avec, là je le dis très rapidement, mais c'est pas le point qui va m'occuper aujourd'hui, ou sur lequel je voudrais centrer la discussion, mais sur le fait que, en gros, pour le dire très vite, l'administration fiscale et tous les agents de l'administration fiscale sont portés vers une logique budgétaire, une logique de rentabilité, et absolument pas une logique pénale ou une logique de pénalisation. Ce qui explique que, justement, par exemple, dans notre base de données, on est, notamment une grande direction qui est la DVNI, la direction des très grandes entreprises du type Carrefour, Total, etc., qui est la division qui prononce les redressements les plus lourds, les plus coûteux, je pourrais vous donner les chiffres des moyennes, mais c'est normalement devrait être celle, précisément puisque c'est les redressements les plus importants en chiffres, qui devrait fournir au moins quelques poursuites pénales. Or, en fait, dans notre base de données, on n'en a aucun, et donc on s'est intéressé à cette anomalie-là. De la même façon, la DNVSF, celle qui s'occupe des gros patrimoines et des contribuables fortunés, n'en a aucun aussi. Et ce qu'on montre à travers les entretiens et à travers l'exploitation de la base de données, c'est qu'en fait, il y a une logique budgétaire, de négociation, qui fait jouer en fait au pénal le rôle de menace jamais mise à exécution en fait pour inciter ces entreprises, etc., à négocier
dossier, à recouvrer l'argent, et l'administration du même coup à recouvrer l'argent, et ce qui conduit en fait à une quasi-absence de pénalisation pour ces contribuables-là. Il y en a quelques-uns dans la DNVSF, on a trouvé quelques-uns quand même dans la base de données, mais aucun pour la DVNI. Ensuite, on a les filtres. Donc, alors après, je pourrais revenir sur quels sont ceux qui sont en revanche surreprésentés en termes de maçons du bâtiment, de gardiennage, etc. On a certains secteurs économiques qui sont surreprésentés, très peu de fraude patrimoniale. Voilà. Mais ensuite, on a poussé cette enquête au-delà et on a essayé de voir ensuite au niveau des magistrats qu'est-ce qui se passait et quels étaient le devenir de ces dossiers auprès des magistrats. Et alors évidemment, au cours de notre enquête, les choses ont un peu bougé parce que il y a eu l'affaire Bettencourt, il y a eu l'affaire Cahuzac, il y a eu beaucoup de réformes, il y a eu l'arrêt Talmont qui était antérieur, mais donc voilà, je vais pas rentrer dans la technique, mais en gros, l'arrêt Talmont, c'est ce qui permet aux magistrats de poursuivre sur le motif de blanchiment de fraude fiscale sans passer par l'administration. Je viens tout de suite à mon point précisément et sur le point sur lequel je voudrais introduire le débat aujourd'hui, c'est que dans les associations et au moment de l'affaire Cahuzac, alors c'était même déjà un peu ancien avant, il y a très souvent est avancée l'idée qu'il faut faire sauter le verrou de Bercy, que le problème c'est le verrou de Bercy et que on n'en peut plus de ce verrou de Bercy et que le verrou de Bercy, c'est le signe des copains et des coquins, de l'administration fiscale qui protège ses amis, du ministre qui s'autoprotège lui-même, etc., etc. Est-ce que je peux vous couper ? Oui. Excusez-moi, et peut-être dire à notre auditoire ce que vous entendez par verrou de Bercy. Oui. Peut-être qu'il faut préciser. Donc le verrou de Bercy, c'est le fait que, alors justement, c'est très bien que vous me demandiez de clarifier parce que souvent, d'ailleurs, il y a une ambiguïté sur la définition. En fait, ça peut être deux choses. Ça peut être c'est d'abord le fait que, en principe, en droit, les magistrats ont l'opportunité des poursuites. C'est eux qui décident quand ils voient un délit ou quand ils ont connaissance d'un délit. C'est eux qui décident si ça vaut le coup, entre guillemets, je le fais très bref et très caricatural, de poursuivre ou pas. Étant entendu qu'on peut pas poursuivre tout le monde. Et qu'il y a une exception, pour le dire très vite, à ce principe-là, c'est précisément en matière de fraude fiscale où, depuis les années 20, mais là je renvoie à mon précédent livre sur l'histoire sociale des impôts, il y a disons que cette opportunité est laissée à l'administration fiscale qui doit déposer plainte, et c'est seulement quand l'administration fiscale dépose plainte que les magistrats peuvent se saisir d'un cas de fraude fiscale. Et donc ce qu'on pourrait appeler en tout cas le verrou de Bercy, c'est ce verrou-là qui fait que les magistrats ne peuvent pas se poursuivre des fraudes fiscales sans plainte de l'administration préalable. Et donc c'est que l'administration choisit. Ce que nous on défend par rapport à ça, c'est que c'est vrai que c'est un obstacle, mais c'est un obstacle finalement marginal et mineur par rapport à l'ampleur de l'impunité fiscale que ce système d'emboîtement entre l'administration et l'institution judiciaire produit. Et là, au risque de vous surprendre ou de déclencher le débat, j'aurais envie de dire que même si demain on faisait sauter le verrou de Bercy, ça ne changerait pas grand-chose. Alors vous allez me dire, oui, mais quand même, on n'aurait pas eu Cahuzac. Oui. Et en fait, finalement, moi, ce que je défends, c'est que le verrou de Bercy, je ne dis pas qu'il ne sert pas à protéger quelques amis ou quelques copains, mais d'abord, c'est de moins en moins vrai parce que le fait qu'il y a une logique médiatique et une dynamique des scandales qui fait que je pense qu'il a beaucoup plus servi dans le passé qu'il ne sert aujourd'hui. Et ensuite, ça, c'est le premier point. Et ensuite, le deuxième point, c'est que je pense que l'essentiel de l'impunité fiscale vient de cette structure d'emboîtement entre la structure administrative et l'institution judiciaire, une structure administrative qui est tournée vers la rentabilité, une structure judiciaire qui est tournée vers l'action pénale, mais en fait à qui
tout un tas de raisons, alors là que j'aurai aussi l'occasion de développer, le fait que les magistrats sont pas formés suffisamment à la question de la fraude fiscale, ou en tout cas aux questions de délinquance, et même plus généralement de délinquance économique et financière, au fait qu'il n'y a pas d'instruction, au fait qu'il y a très peu d'enquêtes qui sont diligentées sur ces questions de fraude fiscale, pour tout un tas de raisons de fonctionnement de l'institution judiciaire, qui font que je ne pense pas que si on faisait sauter le verrou de Bercy, encore une fois, on changerait quelque chose. Et je pense même, et je vais même aller plus loin, que cette question, de cette focalisation des associations sur le verrou de Bercy procède d'une vision assez manichéenne qui consiste à dire, en fait, l'administration, c'est louche, c'est l'État, et c'est lié plus ou moins au gouvernement, et les magistrats, en fait, peuvent être des justiciers en lesquels on peut avoir tout à fait confiance pour pénaliser comme il faut la fraude fiscale. Or, ce qu'on a découvert, et moi j'ai suivi un peu, alors en plus ce que j'ai appelé les maxi-procès qu'on a eu justement après depuis l'affaire Cahuzac. J'entends par là l'affaire Wildenstein, l'affaire Cahuzac, l'affaire Dassault, etc. Plus l'enquête qu'on a menée auprès des magistrats montre qu'en fait, tout ça est très discutable. C'est-à-dire qu'en dépit de l'arrêt Talmont et du fait que les magistrats ont la possibilité de faire du blanchiment de fraude fiscale, en fait, ils le font de façon très marginale. Qu'en fait, quand ils ont des fraudes patrimoniales ou des fraudes de puissants, il y a une dynamique de l'audience, encore une fois, il y a une dynamique de l'institution judiciaire qui fait que on n'a toujours pas en fait de peine digne de ce nom alors qu'on a des coupables qui sont relativement avérés en fait. Et donc voilà, tout ça incite à réfléchir. Alors c'est compliqué parce que évidemment le verrou de Bercy c'est un slogan qui est extrêmement pratique, extrêmement facile, dont tout le monde peut se saisir et que tout le monde peut comprendre. Ça, je l'entends, en fait. Et c'est vrai que dans la lutte politique, on a besoin de slogans comme ça, mais malheureusement, je suis intimement convaincu que, et encore une fois, on était à deux doigts d'ailleurs de sauter le verrou de Bercy, parce qu'en fait, il y a beaucoup y compris de la part de nos gouvernants, beaucoup de gens qui se disent qu'en fait, on pourrait très bien faire sauter le verrou de Bercy et ça ne changerait pas grand-chose, et en fait, en cela, ils sont d'accord avec moi. Donc, on était à deux doigts de le faire, et je pense qu'on finira par le faire, mais j'insiste sur le fait qu'on n'aura pas pour autant réglé la question, que si on se tourne, et j'en terminerai là, parce que j'avais 10 minutes et j'ai déjà outrepassé mon temps, mais si on se tourne vers les exemples étrangers, en fait, on se rend compte que on a notamment, alors nous, ce qu'on étudie beaucoup dans l'ouvrage, c'est l'exemple britannique, où on a justement, disons, une manière de fonctionner qui est beaucoup plus tournée vers la logique de pénalisation et qui construit une logique de pénalisation indépendante de la logique budgétaire et qui fait que on a des vraies peines dissuasives. Aujourd'hui, quand on a écrit le livre et ensuite quand on a écrit des tribunes, et je crois qu'aujourd'hui on peut encore le dire, en France, on a aucune personne, et je le dis à chaque fois dans les débats publics, et on l'écrit, et jusque-là personne n'est venu à valider, qui est derrière les barreaux pour le seul délit de fraude fiscale. Alors encore une fois, nous ce qu'on demande, c'est pas forcément des peines de prison pour tous les fraudeurs, etc. Et on est persuadé même que la prison n'est pas la bonne solution. Le problème, c'est que il y a une vraie réflexion aussi à avoir sur la question des peines, et que justement cette alternative entre soit la prison avec sursis, soit la prison ferme, consiste finalement pour les magistrats à dire finalement la fraude fiscale c'est pas si grave, et donc à prononcer des peines de prison avec sursis ou des classements sans suite pour l'affaire des pharmaciens, enfin bref, et qu'il y aura une vraie réflexion à faire à partir sur cette question des peines, sur les questions des peines complémentaires, sur le fait, on sait que dans d'autres pays, on imagine des retraits de passeport, on imagine des interdictions d'exercer. Aujourd'hui, l'interdiction de gérer fonctionne absolument pas. Voilà, il y a plein il y a la question des saisies des avoirs qui aujourd'hui encore fonctionne très mal en France. Nous, ce qu'on défend, c'est que c'est pas du tout, encore une fois, on constate que l'impunité aujourd'hui, elle est totale parce que c'est l'alternative entre la prison ferme et la prison avec sursis, et que comme il n'y a pas de prison ferme, en fait, il y a parfois essentiellement des peines de prison avec sursis qui sont sans effet, et que par rapport à ça, ce qu'on défend à la lumière des exemples étrangers, c'est une réforme d'envergure de ce système qui tourne à vide, mais qui passe par des choses
plus compliqué que faire sauter le verrou de Bercy. C'est renforcer la police fiscale, renforcer les effectifs de la police fiscale, parce que pour nous, ça, c'est un outil extrêmement intéressant et extrêmement efficace, qui a été créé il y a quelques années. J'y reviendrai dans la discussion si nécessaire. C'est réfléchir à la formation des magistrats en matière de délinquance économique et financière, évidemment aux effectifs. Voilà, mais tout ça, c'est pas des c'est pas facile à traduire en termes de slogans. C'est réfléchir aux peines et c'est réfléchir à des véritables peines dissuasives qui ne soient pas forcément la prison, mais qui soient des peines de publicité ou comme je disais, des peines complémentaires qui soient véritablement, disons, dissuasives et s'inspirer des exemples étrangers, parce qu'encore une fois, sur la question des intermédiaires fiscaux et sur la question des conseils et des avocats fiscalistes, aujourd'hui, il y a quand même une relative impunité de tout ce qui est intermédiaires fiscaux. Là aussi, j'aurai le temps d'y revenir dans la discussion. Voilà, et donc c'est toutes ces questions-là qu'on essaye de soulever dans le livre et qui amènent à discuter, à mon avis, sur cette question de pénalisation de la fraude fiscale, bien au-delà de la seule question du verrou de Bercy. Voilà, merci beaucoup. Alors, Lionel Bretonnet, normalement, voilà. Oui, c'est bon là. Voilà, oui, vous aussi vous dites qu'on ne s'attaque pas aux bonnes cibles. Alors ouais. Je vous laisse développer. Oui, moi je voulais d'abord tordre un peu le cou à quelques idées reçues et je voulais planter le décor en faisant quelques remarques de macroéconomie. On nous dit toujours il faut une politique de contrôle fiscal efficace pour pouvoir faire face au problème de la dette de l'État français. Et au niveau de la dette de l'État français, je remarque qu'on raconte toujours un peu n'importe quoi. Je ne dis pas que la dette de l'État français est faible, je dis que c'est très bien, qu'il faut être heureux. Hein. Je veux simplement faire quelques références macroéconomiques. La dette de l'État français, grosso modo, c'est 2000 milliards. S'il n'y avait rien en face de cette dette, effectivement, ce serait dramatique. Comme un particulier qui a 1 million d'euros de dette et qui n'a strictement rien en face. Or, si le particulier a un patrimoine immobilier, un contrat d'assurance vie, quelques bricoles, et que son actif équivaut à son passif, on ne dit pas il a 1 million d'euros de dette. On dit il a un passif qui est égal à son actif. Au niveau de l'État français, c'est exactement la même chose. Et quand on dit que les enfants actuellement naissent avec une dette de 34 000 euros, on divise la dette par le nombre de naissances et on arrive à ça. C'est complètement vraisemblable. L'actif de l'État est très important. Il y a un actif immobilier important, il y a des actifs financiers très importants, et donc la première contre-vérité. La deuxième chose, au niveau de cette dette, on dit que ça représente 100% du produit intérieur brut. Or, le Japon, la dette du Japon, elle représente 300% de son PIB. Et est-ce qu'on dit que le Japon est au bord du dépôt de bilan ? Absolument pas. Donc pourquoi chez nous, qu'est-ce qu'il y a de différent entre la dette du Japon et la dette de l'État français ? La dette de l'État japonais est détenue à 87% par les Japonais. La dette de l'État français est détenue à 62% par des non-résidents. Donc la dette des Japonais est relativement sécurisée parce qu'elle est chez eux. La dette de l'État français, on est vulnérable car on dépend des gens dont on ne connaît pas bien l'identité. Et quand on regarde le bilan, je fais aussi une comparaison au niveau de cette dette par rapport à son actif. Quand, par hasard, je regarde le bilan de la BNP, que je regarde le total de l'actif, c'est-à-dire le chiffre qui est en bas de l'imprimé 2050 ou 2051, le total du bilan de la BNP, c'est à quelques milliards près le même chiffre que le produit intérieur brut de l'État français. Alors par contre, quand on décortique les comptes de manière un peu plus fine pour savoir où il y a le problème, on regarde les engagements hors bilan, comme pour une entreprise lambda. Quand on regarde les engagements hors bilan de l'État français, on découvre des choses extrêmement intéressantes. En engagement hors bilan, il y a une somme très importante pour la dette, pour la retraite des fonctionnaires. Je n'ai absolument rien contre eux. Il y a à peu près 1200 milliards dont on ne parle jamais. Et l'autre truc un peu passe-partout, qui est quand même un chiffre catastrophe, c'est le montant, engagement hors bilan, le loyer que l'État paye tous les ans pour les PPP. Il y a 10 milliards d'euros par an. Donc 10 milliards d'euros par an de loyer PPP. Alors je rapproche ces 10 milliards du calcul de la macroéconomie du contrôle fiscal.
En 85, je terminais mes études de droit fiscal avec un prof qui s'appelait Maurice Cosian, qui m'a fait beaucoup aimer la fiscalité. S'il y a des fiscalistes dans la salle, ils doivent le connaître très bien. Il a été très drôle en faisant notamment son article sur la parabole des parapluies. Quand il avait expliqué, quand il y a eu l'impôt sécheresse en 1976, c'était très bien de s'intéresser aux agriculteurs, mais qu'on pourrait peut-être s'intéresser aussi aux fabricants de parapluies, qui eux ne pouvaient pas vendre de parapluies à cause de la sécheresse. Donc pourquoi créer un impôt sécheresse pour le monde agricole et pas pour les fabricants de parapluies? Donc c'est pour présenter le personnage. Donc je suis tombé dans la fiscalité grâce à Maurice. Et donc à l'époque, en 85, la gauche était au pouvoir. Et la droite nous disait, oui, mais arrêtez de nous pomper l'air, à nous faire des contrôles fiscaux sans arrêt, ça rapporte rien. Donc avec l'université de Dijon, on s'est rapproché de la direction générale des impôts, qui était à l'époque rue du Louvre. La DGI nous a ouvert ces chiffres, on a calculé, qu'est-ce que coûte tout la logistique des vérificateurs qui font un contrôle fiscal et qu'est-ce que ça rapporte? En 85, le coût est de 1 et ça rapporte 18. Quand on regarde ces chiffres de la macroéconomie du contrôle fiscal par rapport à maintenant, on prend les chiffres 2015. En 2015, il y a eu 21 milliards d'euros de recouvrés, de notifiés, c'est-à-dire qui ont fait l'objet pour les initiés de l'envoi d'un imprimé 21-20 ou 39-27. Et sur ces 21 milliards, il y a 12 milliards d'euros réellement recouvrés. Et il y a 10 327 personnes affectées au contrôle fiscal en France. Donc vous faites la division. Actuellement, un vérificateur qui fait donc ces 12 vérifications par an rapporte 1 200 000 euros payés ou 2 millions notifiés. Donc c'est à peu près, c'est quand même une bonne affaire. Hein. On dit aussi que maintenant il y a de plus en plus de contrôles fiscaux. En 85, il y avait 52 000 contrôles fiscaux. En 2015, il y en a 52 000. Donc je voulais vous parler de cela. Et ensuite, je voulais... est-ce que l'administration tape à la bonne porte dans sa politique de contrôle fiscal? À mon avis, l'administration se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Comme disait tout à l'heure Alexis, c'est assez facile de taper sur un boulanger qui carotte 3 000 euros de TVA. Je ne soutiens pas ce boulanger qui carotte 3 000 euros de TVA, bien au contraire, mais très souvent, c'est de la fraude de survie. Quand on regarde je reviens toujours au monde bancaire, parce que comme vous le savez, j'ai une affection particulière pour ce monde-là. Quand on regarde tous les bilans des banques actuellement, j'ai regardé les bilans des 2016 des 6 principales banques françaises, et j'ai comparé par rapport au bilan il y a 10 ans. La rentabilité des banques, donc j'ai décortiqué tous les chiffres des comptes d'exploitation, et on découvre qu'en fait les banques ne gagnent pas autant d'argent que ça en finançant l'économie. Il y a 10 ans, le financement de l'économie comptait pour 75% dans le revenu des banques. Maintenant, c'est 50% maximum. Les banques gagnent de l'argent sur les marchés à hauteur de plus de 50% de leurs résultats. Donc c'est quand même un petit problème au niveau du monde bancaire, qui ne répond pas aux demandes des PME. Je veux dire également que l'administration d'abord, contrairement à ce qu'on peut croire, les vérificateurs fiscaux ne sont pas toujours des cracks pour décortiquer un bilan. Je voulais dire aussi que l'administration elle perdait beaucoup de temps à des querelles intellectuelles qui sont complètement stupides, et Bercy prenait toujours un malin plaisir à interpréter à sa manière un texte législatif qui est très clair. Et Bercy en rajoute très souvent une couche au détriment du contribuable. Alors, au niveau des contentieux fiscaux, j'ai fait aussi des statistiques. J'ai regardé tous les chiffres des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel en 2015. En 2015, il y a eu 25 000, je simplifie, 25 000 contentieux fiscaux. Sur ces 25 000 contentieux fiscaux, 83%
sont favorables à l'administration et 17% aux contribuables. Donc, quand on veut faire du contentieux fiscal, il faut évidemment avoir un esprit compétitif très, très, très développé et avoir un moral de champion, parce que c'est pas facile. Ensuite, je voulais faire 3 remarques avant de passer la parole à Lison, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai remarqué 3 choses depuis 20 ans de la part du comportement des inspecteurs des impôts. Il y a 15 ans, vous savez que la prescription est de 3 ans, 31-12 N+3, sauf quelques exceptions en matière d'impôt direct et un peu plus en matière d'impôt indirect, notamment en matière d'enregistrement et de droit de succession. Il y a 15 ans, il y a un petit malin à l'administration qui s'est dit l'article 38-2 du Code des impôts, il est parfait. Parce que quand on regarde l'article 38.2 du Code général des impôts, traite de la question qui est assez technique, mais vous allez comprendre très facilement, de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. On est en 2017 actuellement, on applique ça actuellement ici. On est en 2017. Je regarde ce qui se passe au premier jour du premier exercice qui est contrôlé le 1er janvier 2014. Je compare les écritures du 1er janvier 2014, bilan d'ouverture de l'exercice en cours, avec les écritures de clôture du bilan précédent, 31-12-2013. Et s'il y a un décalage, il y a un accroissement d'actifs artificiels, et l'administration taxe comme cette somme, comme revenu, un peu comme il y a eu plusieurs qualifications, mais il y a eu quand même notamment le plus souvent des revenus distribués sans avoir fiscal. Il a fallu faire un contentieux devant de multiples juridictions administratives pour que l'administration abandonne au bout de 14 ans. Je pense que c'est une énergie dépensée incroyable. La marotte actuelle des vérificateurs des impôts, c'est l'article 268 du Code général des impôts. C'est un problème de TVA sur la marge. Ça concerne la promotion immobilière. Vous achetez un bien immobilier, vous le coupez en morceaux, vous le revendez, vous payez la TVA ou sur la marge ou sur le total. Le texte est clair, a priori, mais Bercy s'est senti obligé d'ajouter une circulaire qui interprète ce texte et qui dit non, je ne vais pas là sur la marge. Donc il y a à peu près 800 contentieux en cours là-dessus et on commence à gagner devant le tribunal administratif de Bordeaux, Dijon et Orléans et on aura gain de cause car l'administration ne fait pas appel. Il y a environ 800 dossiers en France qui mobilisent une énergie invraisemblable. Je pense que ce serait judicieux que cette énergie soit mise au service de combats de fraude qui soient vraiment sérieux et avec des enjeux financiers beaucoup plus importants. Quand j'interviens dans une école qui forme l'élite des fonctionnaires et que je parle de carrousel de TVA ou de sandwich hollando-néerlandais pour parler des comptes de Google, je peux vous garantir que les inspecteurs des impôts regardent tous leur godasse. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau de ma première intervention. Mais j'ai beaucoup de remarques à faire. J'aurai notamment une remarque à faire quand Lison aura parlé sur le reporting pays par pays qui se met en place actuellement. Merci. Justement vers les bonnes cibles et qu'on quitte un peu le côté local et des petites gens entre guillemets françaises. Voilà. Merci Stéphanie. Merci à Anticor de m'avoir invitée aujourd'hui. C'est vrai que moi, je vais vous parler d'un point de vue différent, celui des associations et des ONG qui combattent les pratiques d'évasion fiscale qui sont, elles, majoritairement dans la légalité, en demandant à l'État de les réguler, de combattre au niveau du droit. Pour le CCAD Terre Solidaire, mon organisation, qui s'est donnée pour mission de lutter contre les causes structurelles de la faim et de la pauvreté dans une perspective nord-sud, ça a paru logique de lutter contre l'évasion fiscale, notamment celle des grandes multinationales, parce qu'elles privent les pays en développement de revenus très importants pour financer leurs services publics. Stéphanie parlait en France, 35 milliards d'euros qui manqueraient aux finances publiques à cause de ces pratiques d'évasion fiscale des multinationales. On parle même parfois de 40 à 60 milliards. Comme ces pratiques sont majoritairement opaques, c'est difficile d'avoir des bons chiffres. Pour les pays en développement, on parle de 180 milliards d'euros, c'est-à-dire parfois 2 fois plus que ce qu'ils reçoivent au titre de l'aide au développement. C'était donc un sujet naturel sur lequel travailler.
Et le CCFD s'est réuni avec d'autres organisations pour créer la plateforme paradis fiscaux et judiciaires. La plateforme paradis fiscaux et judiciaires, c'est 19 organisations, donc de solidarité internationale, de lutte contre la corruption comme Anticor, des syndicats comme le syndicat de la magistrature, le syndicat solidaire finances publiques, la CGT, la CFDT, des mouvements sociaux comme Attaque, qui se réunissent ensemble pour faire un travail d'expertise, comprendre quels sont les problèmes, ce qui se passe, créer du savoir, pour après réussir à faire du plaidoyer, c'est-à-dire mettre nos demandes dans l'espace public pour que les citoyens s'en emparent, les soutiennent, et aussi pour les porter directement auprès des décideurs, pour qu'ils concrétisent dans le droit les mesures nécessaires pour lutter contre l'évasion fiscale. Donc ce qu'il faut bien comprendre, comme Stéphanie le disait, c'est que les questions d'évasion fiscale des multinationales, contrairement aux questions de fraude, elles se passent majoritairement en respect du droit, mais c'est-à-dire que en fait, le système international d'imposition des entreprises, il ne correspond plus à la réalité des entreprises multinationales, et il permet à des entreprises, par des jeux comptables, de ne pas faire coïncider leur impôt à leur activité réelle, et de payer leur impôt aux endroits où ils n'ont pas une réelle activité, mais où les impôts sont très faibles, donc dans les paradis fiscaux, et en respectant en fait, en trouvant les failles dans la loi, en respectant ce qui n'est pas l'esprit réel de la loi. Alors la question pour nous, c'est comment est-ce qu'on s'adresse à l'État? Est-ce que l'État fait tout ce qu'il doit faire pour justement mettre un terme à ces pratiques? Et c'est pour ça que dans nos pratiques de plaidoyer, on s'adresse à l'État, à ces différentes institutions. Et il faut quand même savoir que en peu de temps, les choses ont beaucoup changé. C'est intéressant de noter que c'est quand même avant tout la société civile et les journalistes qui ont été les premiers à tirer une vraie sonnette d'alarme sur les pratiques d'évasion fiscale, et qu'au début, quand on s'intéressait à ces questions, ça paraissait extrêmement technique et compliqué, et on ne s'attendrait pas du tout à ce qu'aujourd'hui, on puisse faire aussi souvent la une des journaux, que les questions d'évasion fiscale des grands groupes mobilisent le discours politique, prennent de la place dans le débat public. Et au moment de la crise en fait de 2007-2008, la communauté internationale s'est réveillée, et on a eu des déclarations très fortes au niveau du G20 en 2012, avec la vraie volonté de lutter ensemble contre la fraude fiscale, avec des propositions fortes, mais avec l'idée de traiter un problème qui restait marginal, sans prendre encore la pleine mesure de ce qu'était la fraude et l'évasion fiscale. Et on est quand même arrivé à certaines avancées, autour notamment des demandes de transparence, qui sont des demandes importantes depuis longtemps de la société civile et qui ont irrigué ensuite le débat politique. Et sur les questions de fraude, on peut voir que le secret bancaire, qui semblait un problème vraiment important et sur lequel on avait beaucoup de mal à réguler, on a fait beaucoup d'avancées parce qu'il y a maintenant plus de 100 juridictions qui sont engagées à échanger les informations sur leurs ressortissants qui ouvrent des comptes financiers sur leur territoire et avec d'autres pays pour les ressortissants étrangers. Et en 2017, on va arriver à un premier échange d'informations. Ça veut dire qu'on a quand même beaucoup progressé sur cette question. De même sur la question des bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire sur les propriétaires réels des entreprises, pour mettre un terme aux sociétés qui permettent de dissimuler les propriétaires réels de leurs comptes ou des sociétés, on a besoin de mettre en place des registres de transparence. À cet endroit-là, l'Europe a quand même beaucoup avancé. Avec en fait, si on regarde sur un temps long, la question de la transparence, elle est quand même de plus en plus prise en compte. Après, sur la question de la transparence des multinationales, ça fait aussi des années que la société civile demande à ce qu'on mette en œuvre le reporting pays par pays public. Donc c'est une mesure en fait toute simple qui consiste à demander aux entreprises des informations sur leurs activités, les impôts qu'elles payent dans tous les pays où elles ont une activité, afin qu'on sache si les impôts qu'elles payent correspondent à leur activité réelle. Ça veut dire qu'on voudrait savoir leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices, leur nombre d'employés, pour qu'on voit si il y a une vraie connexion entre les impôts payés et l'activité des entreprises. Et cette mesure, elle est intéressante de ce qu'elle dit aussi sur le rôle de régulation de l'État, parce que ça fait très longtemps qu'on la défend, et elle est maintenant au cœur des débats publics et de la régulation de l'État. Et notamment, le gouvernement de François Hollande en avait fait une promesse de campagne et avait promis de nous donner la transparence sur les activités des banques et ensuite de tous les secteurs d'activité. Et de fait, en 2013, la France a mis en place
le reporting pays par pays public pour les banques. C'est-à-dire que ces informations, elles sont maintenant accessibles aux citoyens, aux journalistes, aux ONG, et elles nous ont permis d'étudier et de montrer que les banques sont majoritairement, ont des activités très importantes dans les paradis fiscaux. Mais on a aussi besoin de savoir tout ça pour les autres entreprises, notamment les grands groupes, les Google, les Amazon, mais aussi toutes les entreprises qui opèrent dans les pays en développement. Et sur cette question, le gouvernement précédent n'a pas soutenu, malgré sa promesse, ce reporting public, mais il a été porté par des amendements plusieurs fois à l'Assemblée l'année dernière, en 2015, en 2016, porté par des députés qui ont été sensibles, qui ont été à l'initiative de ces questions, et on est arrivé finalement à la fin à un reporting en demi-teinte, une mesure incomplète. Et c'est vrai qu'on se demande pourquoi est-ce que l'État, qui est quand même garant de l'intérêt public, n'a pas soutenu cette mesure qui est une mesure simple, qui n'est pas dommageable pour les entreprises, parce que les banques qui doivent maintenant le faire, on le sait qu'elles vont très bien. Et on sait qu'en face, il y a déjà des lobbies très importants des intérêts privés qui font eux aussi pression pour avoir le moins de régulation possible, mais qui a aussi en face la peur très forte pour la compétitivité des entreprises, qui fait que l'État, pour défendre l'intérêt général, est parfois amené à aller plus doucement sur la régulation. Et ce qui est important de noter, c'est que même si ce reporting en demi-teinte a été adopté en 2016, il a été ensuite censuré par le Conseil constitutionnel, au nom de la liberté d'entreprendre. Alors ce que nous, on regrette beaucoup, parce que le Conseil constitutionnel a fait l'interprétation de la Constitution en mettant en avant la liberté d'entreprendre, alors même que dans la Constitution, il y a également le principe d'égalité devant l'impôt, et on voit bien que les banques n'ont pas été gênées dans leur activité par le reporting. La bonne nouvelle, c'est que cette mesure par le reporting est discutée en ce moment même au niveau européen, qu'il y a beaucoup d'avancées, beaucoup de sujets qui sont discutés aussi au niveau européen, et qu'on attend beaucoup des discussions à plusieurs, mais on a encore beaucoup à faire, notamment pour avoir une véritable transparence, pour que les pays en développement soient eux aussi associés aux véritables avancées contre l'évasion fiscale. Et c'est pour ça que dans nos démarches de plaidoyer, on porte fortement ces questions-là, mais même avec beaucoup de progression en un temps finalement court, on rencontre certaines limites dans notre interpellation de la puissance publique. Merci. Alors finalement, effectivement, on a l'impression que le sujet important ici, c'est aussi d'augmenter la transparence. Est-ce que vraiment c'est répondre là aujourd'hui les banques justement sont obligées donc de déclarer leurs activités. Est-ce que finalement on a vu une amélioration de la situation depuis? Est-ce que vraiment on peut considérer, alors le fait qu'on soit informé, on peut imaginer bien sûr qu'on va pouvoir mettre en place des solutions, mais là concrètement quand même la transparence, même si on n'en est pas encore là, même si elle est vraiment loin d'être parfaite, ça s'améliore, et pourtant on a quand même ce sentiment populaire, j'ai envie de dire, assez partagé, que finalement la situation change pas tellement. Et en termes d'optimisation fiscale, est-ce que vraiment les entreprises là, notamment les banques donc, est-ce que vraiment elles changent leur manière de faire? Je voulais faire une remarque complémentaire au niveau de la déclaration du reporting, suite à l'exposé de Lison. Il y a une excellente revue fiscale qui s'appelle Les Nouvelles Fiscales, qui a écrit un article le 1er avril 2017, dont j'ai participé à la rédaction, où on explique la fiche pratique à remplir, reporting pays par pays. Cette déclaration, c'est la 2258 SD, où l'établissement financier remplit beaucoup d'informations. Et après, au niveau du contentieux fiscal, la première question que je me pose, moi, mais si c'est mal rempli ou si c'est pas rempli, est-ce qu'il y a des sanctions importantes, dissuasives? Mais bien sûr que oui, c'est dissuasif. Hein? Qu'est-ce que je fais? Je tombe sur l'article 1729, grand B-2. Le défaut de souscription est sanctionné d'une amende ne pouvant excéder le montant de 100 000 euros. Les émissions... C'est pas terminé, hein.
Les omissions et inexactitudes sont sanctionnées par une amende de 15 € par omission, sans que le total des amendes puisse être inférieur à 60 € ou excéder 10 000 €. Article 1729, grand B-2. L'annuel fiscal numéro 1197, excellente revue, hein, pages 30 et 31. Merci. Donc effectivement, d'où ma question, là je vais redonner, est-ce que c'est vraiment efficace tout ça? Alors il faut savoir que... Non. Alors, il faut savoir que la transparence, c'est déjà un premier pas nécessaire et qu'on vient déjà de loin, que la transparence, ça nous permet de montrer, oui, ces pratiques existent. Ça veut dire que là, dans le débat public, sur les banques, mais notamment par exemple avec le scandale du LuxLeaks, on a eu avec les révélations d'un cabinet de conseil PricewaterhouseCoopers, enfin d'une fuite de données de ce cabinet, la preuve que plus de 350 multinationales faisaient de l'évasion fiscale au Luxembourg, et ce scandale-là, il a incité fortement l'Europe à s'intéresser à la question et à commencer à la réguler. Et en fait, si on a une transparence, les pratiques vont enfin être au grand jour et ça nous permettra d'aller plus loin. C'est un premier pas nécessaire, et la transparence des banques, elle a permis à des ONG justement d'étudier les informations, et elle montre que oui, les banques font de l'évasion fiscale, que les banques françaises, en 2014, elles réalisaient 1/3 de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux, alors que ces bénéfices représentaient seulement 1/4 de leurs activités internationales déclarées, 1/5 de leurs impôts payés et 1/6 de leurs employés. Oui, mais ça n'a pas changé. Alors la question, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'était un premier pas pour aller plus loin. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que disait Lionel, quand on a pu faire cette étude-là, on a aussi, dans nos recommandations, demandé à ce que le reporting soit fait de manière plus accessible, parce que déjà, là, c'est sur plein de tableaux Excel, au format différent, et c'est très difficile de s'emparer de l'information. Donc la transparence, elle peut être mieux... Et l'information peut être surtout tronquée. Vraisemblablement, c'est assez facile, puisqu'ils ne sont pas très pénalisés. Alors, je pense qu'après, il y a quand même, pour les banques, et d'ailleurs pour les entreprises, et c'est aussi pour ça qu'on demande cette transparence, un vrai effet dissuasif. C'est-à-dire que le fait qu'on en parle autant dans le débat public, que ça soulève autant de questions pour les citoyens, ça amène de fait à réguler, et ça joue quand même beaucoup sur leur image. Mais c'est vrai que c'est un premier pas, et après, nous, on préconise d'autres choses pour aller plus loin. Il y a maintenant ce qui est discuté au niveau européen, une proposition de taxation unitaire qui remettrait en cause complètement la façon dont on considère les comptes des entreprises, et au lieu de les considérer filiale par filiale comme si c'était des entreprises différentes, on les considérait comme un tout entier au niveau européen, et on répartirait les impôts selon l'activité réelle. En fait, là, le système d'imposition des entreprises, il ne fonctionne pas, il ne correspond plus à leur réalité, et de fait, on a besoin d'abord, pas par pas, de transparence pour aussi montrer qu'il faut que ces pratiques existent et qu'il faut les réguler davantage. D'ailleurs, je reprends l'exemple de Bernard Arnault. Si Bernard Arnault a finalement retiré sa demande de nationalité belge, c'est parce que justement, le débat public s'était emparé de l'affaire et qu'il a eu peur pour son image, et donc finalement, il a laissé tomber. Donc effectivement, le fait de mettre de la transparence et le fait que les citoyens, enfin tout le monde s'y mette et crée un débat, ça peut effectivement porter des conséquences, parce que les entreprises vont avoir peur pour leur image. Alors, on va revenir vers vous, Alexis Spire, quand même, parce que là, on parle de quels sont les moyens, finalement, pour lutter contre l'optimisation fiscale, finalement, le détournement de la règle, mais tout en restant dans la règle. Donc, c'est pas toujours évident. Et effectivement, donc peut-être que la transparence plus parfaite qu'elle ne l'est aujourd'hui est déjà une bonne solution. Mais alors, pour la fraude, qu'en est-il sur cette fraude? Vous nous dites qu'aujourd'hui, finalement... on n'a pas mis en place les bonnes solutions. Non, mais ce qui est frappant dans cette matière, enfin, je veux dire, faut quand même un peu je pense que c'est important que ces questions-là soient mises dans le débat public, soient débattues publiquement, et que en fait le rapport de force fasse que le législateur soit obligé de faire quelque chose, que ça soit au niveau national ou au niveau européen. Ça n'empêche pas quand même d'être un peu vigilant, parce que on sait, et voilà, j'étais extrêmement sensible à l'argument de Lionel tout à l'heure sur
la question de s'intéresser aux sanctions et aux sanctions effectives et de faire un peu d'examen précis de comment sont appliquées ces nouvelles lois. Je vais reprendre le même exemple, mais encore une fois, suite à l'affaire Cahuzac, qu'est-ce que ça a été la réaction du législateur? C'est quand même un tournant en fait. Enfin, je veux dire qu'on le veuille ou non, le fait que le ministre chargé de la lutte contre la fraude fasse de la fraude. Enfin voilà, donc on attendait quelque chose de significatif, de substantiel de la part du législateur, et de fait, il a été obligé de dire: ouh là là, c'est vraiment très très grave. Attendez, là, attention, vous allez voir ce que vous allez voir. Ça va plus du tout être comme avant. Ça va tout changer, etc. Qu'est-ce qu'on a fait? On a alourdi la peine de prison en disant maintenant c'est plus 6 ans de prison ferme, ça va être 8 ans de prison ferme, ça va être beaucoup plus lourd, ça va être beaucoup plus sévère. Résultat, en fait, dans la pratique, encore une fois, comme avant, comme je l'ai dit, pour tout un tas de raisons sur lesquelles j'ai pas le temps de revenir là, et je pourrais y revenir ou démontrer point par point, mais ça n'existe pas dans les faits. On peut dire que c'est 50 ans de prison ferme, on peut dire que c'est 100 ans de prison ferme. Enfin, on n'avance pas d'un pouce. La prison ferme, vous disiez qu'il y avait entre 100 et voire 200 milliards entre la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Et on parlait de la pénalisation. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que cet argent-là, il est fraudé, il va devenir. Là, on arrive à mettre la main sur un lanceur d'alerte. Lui, par contre, on ne se gêne pas Oui. de l'harceler, de le mettre en prison, effectivement. C'est à un moment donné, C'est pas forcément. on va voir que c'est 100 milliards de fraude fiscale. C'est deux choses différentes. La fraude fiscale. Les 100 milliards de fraude fiscale, ça représente quand même des écoles, des hôpitaux. Et si les gens qui sont des fraudeurs ne sont pas montrés du doigt par les médias, et c'est là que les médias ils ont un rôle fort à jouer. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la dépendance des médias par rapport à la sphère financière, mais en tout cas, s'il n'y a pas un rôle fort des médias qui va dire que ces 100 milliards, on a volé à l'État, on a volé aux citoyens, des écoles, des hôpitaux, etc. Et là, on ne pourra rien faire. Par contre, quand un malheureux lanceur d'alerte, lui, il va donner un fichier qui ne va pas être exploité et qui doit aller se réfugier dans un pays voisin, en Espagne, pour être protégé, parce qu'il a été menacé, on menace de... Et aujourd'hui, les lanceurs d'alerte, ils sont poursuivis devant les tribunaux. Alors, on pourra revenir sur ce débat-là, parce que là, en l'occurrence, non, mais sur les lanceurs d'alerte, parce qu'en fait, en l'occurrence, c'est plutôt le Luxembourg et c'est pas la France, etc. Moi, je pense qu'on peut s'intéresser à ce que fait l'État en France. Et là, je pense que vous faisiez plutôt allusion implicitement au rôle de la justice du Luxembourg, ce qui est complètement scandaleux, etc. Je suis d'accord avec vous, mais du coup, sortons pas de notre... Enfin, à mon avis, restons sur le sujet de ce qu'on peut faire en France avec l'État en France, parce que encore une fois, c'est très important, disons, d'avoir une vision globale. Mais il y a aussi, à un moment donné, agir là où on est et là où on peut avoir un rapport de force. Je continue mon raisonnement. La deuxième chose qui a été faite, c'est de créer le parquet national financier, ce qui a priori, en fait, là aussi sur le papier, était quand même une très bonne chose, puisque on créait un parquet national compétent sur ces questions-là, formé, et de fait ils le sont, ils sont pointus, etc. En pratique, qu'est-ce qui s'est passé? On a essentiellement déshabiller entre guillemets le parquet financier de Paris en fait, et pour réaffecter ceux qui étaient au parquet de Paris vers ce parquet national financier. En termes de moyens humains, en fait, le parquet national financier, dès ses débuts, en fait, a été totalement submergé par la tâche, et là, ils le sont encore au jour d'aujourd'hui. Et donc, il se saisit en fait de quelques cas, en fait, encore une fois très significatifs, mais il n'a absolument pas les forces pour le faire nationalement. Donc on voit que même avec donc c'est les deux, encore une fois, c'est les deux mesures les plus significatives qui ont été prises, mais entre-temps, la police fiscale dont je parlais tout à l'heure, sur l'ensemble du territoire pour mener des investigations couplées entre policiers et inspecteurs des impôts, parce que c'est précisément de cette façon-là qu'on est le plus efficace, c'est-à-dire avec la possibilité d'avoir des écoutes, des investigations poussées, etc. Cette police fiscale, elle est passée alors je vous dis de mémoire, il faudrait vérifier, mais c'est des ordres de grandeur. Il y avait 52 agents
au début du quinquennat Hollande. En fait, comme elle n'a pas été abondée avec les jeux des mutations et disons des congés, etc. La dernière fois que j'ai discuté avec le directeur de la police fiscale, ils étaient à 43. Vous voyez, 43 sur toute la France. Donc ça, c'est pas des mesures. Enfin voilà, c'est pas des mesures médiatiques fortes, et en même temps, ça appelle, disons, des réflexions sur les conditions de mise en œuvre de la loi. Et c'est pour ça que je pense que, en tout cas, il faut être extrêmement sérieux et ne pas se contenter des grandes annonces, éventuellement des grands changements législatifs, parce qu'il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, pour le législateur, c'est triste à dire, mais c'est comme ça, la loi est devenue aussi un instrument de communication à plein de points de vue, et y compris dans le domaine qui nous occupe. Et donc je pense que sur ces questions-là, il faut être extrêmement vigilant. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et donc, il y a 43 personnes. Est-ce qu'il y a effectivement un parquet financier? Ils ont mis un parquet financier, mais il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas les moyens. Il y a un problème de moyens, c'est évident, mais le parquet national financier a quand même le mérite d'exister. Et puis, il y a par ailleurs cette haute autorité pour la transparence de la vie publique où, quand même, les politiques, chaque acteur public politique doit aussi annoncer s'il a des parts dans des sociétés, etc. Et je pense que ça a quand même bien changé. Enfin, là, on revient c'est aussi à la suite de l'affaire Cahuzac, non? Oui. Voilà. Donc, à nouveau, il y a quand même cette poursuite de transparence qui fait que, éventuellement, quand même, il y a des affaires, des scandales qui sortent aussi par rapport à ces déclarations qui sont obligatoires aujourd'hui et qui ne l'étaient pas avant. Vous n'êtes pas d'accord? Si, mais encore une fois, je pense que là, ça concerne essentiellement les élus. Oui. Mais encore une fois, je pense que c'est extrêmement important que les élus soient irréprochables. Tout ça est extrêmement important pour la question, j'en ai pas parlé, mais la question du consentement à l'impôt, puisque là, je travaille en ce moment sur des enquêtes, une grande enquête statistique justement sur cette question du consentement à l'impôt, où on fait beaucoup d'entretiens dans différents coins de la France sur cette question-là, et on voit à quel point ces scandales financiers pèsent d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus, c'est pas forcément les choses les plus significatives et les plus problématiques pour nous qui nous intéressons aux questions de fraude fiscale, qui sont justement la question des multinationales, la question de la fraude des très grandes entreprises, etc., qui choquent l'opinion publique. C'est beaucoup plus l'affaire Cahuzac, l'affaire Thévenoud. Et donc ces questions-là sont extrêmement importantes ces scandales politiques sont extrêmement importants sur la fragilisation du consentement à l'impôt. Mais voilà, en fait, encore une fois, c'est deux questions différentes. Encore une fois, même si les élus, là, je vais pousser mon raisonnement aussi sur le verrou de Bercy, mais même si tous les élus deviennent parfaitement irréprochables grâce à la haute autorité de transparence, c'est tant mieux, et je serai le premier à m'en féliciter, mais on n'aura pas réglé pour autant la question du problème de la fraude fiscale. Donc il faut quand même bien, à mon avis, serrer les problèmes. Justement, voilà, je revenais vers vous, Lionel. Comment ça se fait vous m'avez dit en préparation de cette table ronde que l'administration fiscale, finalement, ne poursuivait pas les bonnes cibles. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a des arrangements avant que, finalement, ça ne devienne vraiment très, très grave? Parce que j'imagine quand même qu'on va aller voir les messieurs Carrefour, etc. Oui. Alors moi, je voulais faire une remarque d'abord sur les relations entre le monde judiciaire et puis la direction des impôts. Je voulais faire une remarque sur les perquisitions que l'administration des impôts peut faire. C'est l'article L16B du livre de procédure fiscale. Quand il y a une présomption de fraude, l'administration est susceptible de faire une perquisition dans les locaux de l'entreprise où la fraude est présumée exister. Il faut l'autorisation du juge. Comment ça se passe dans les faits? La DGI présente un produit fini, clé en main. Elle rédige le document de A à Z. Elle va au tribunal, elle va voir le tribunal et elle lui dit « Bébert, tu signes ici, on s'occupe de tout ». Donc, dans ces conditions-là, on se rend bien compte que la DGI est toute puissante par rapport au pouvoir judiciaire, et par ailleurs, je ne critique pas les magistrats plus que ça, parce qu'ils font ce qu'ils peuvent. Mais le fonctionnement, pour moi, est complètement bancal. La deuxième remarque que je voulais faire au niveau de la fraude, qui pour moi est très important, c'est les problèmes de TVA.
nous, fiscalistes, on demande depuis quand même pas mal de temps que les déclarations de TVA soient faites de manière extrêmement sérieuse. C'est-à-dire qu'il y a une télédéclaration obligatoire de TVA avec paiement immédiat de la TVA au Trésor au-delà d'un certain seuil. Comme ça, s'il y a un problème, la DGI est informée le jour J et peut intervenir J+1, et non 6 mois ou 1 an après, quand la personne n'a pas reversé la TVA, est partie avec ou autre. Et la déclaration en temps réel à partir d'un certain montant, pour moi, c'est quelque chose de capital. Les recettes de TVA sur le budget de l'État, c'est quand même 47% des recettes de l'État. Donc il faut faire quelque chose de sérieux sur un sujet sérieux. Il faut arrêter le petit bricolage. La troisième remarque que je voulais dire, c'est la géopolitique des paradis fiscaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les paradis fiscaux, ils ne sont pas là un peu par hasard parce qu'on ne savait pas quoi faire. Tiens, c'est beau, là-bas, on va faire... le paradis fiscal de l'Andorre et de Monaco, il est là parce que ça arrange bien la France, l'Italie, et peut-être la Belgique aussi. Elles ont le Liechtenstein. Hong Kong intéresse beaucoup la Chine et le Japon, et toutes les îles dans les Caraïbes intéressent beaucoup les États-Unis. Donc les pays que je viens de citer ont tout intérêt à ce que ces paradis fiscaux soient à portée de main pour pouvoir faire leur bricolage à côté de chez eux. Et dès l'instant où on a compris ça, on peut comprendre que les paradis fiscaux ont peut-être encore une belle vie devant eux. Voilà. Merci. Lisons apparemment. Je voudrais réagir. Alexis Spire, c'est vrai que nous, sur les questions d'évasion fiscale, on est quand même aussi dans des pratiques qui sont quand même majoritairement légales. Donc on a vraiment aussi besoin du législateur pour s'attaquer à ces questions. Et c'est vrai que c'est très difficile de fait de s'y attaquer, étant donné qu'on prouve des pratiques immorales où telle entreprise a payé 0,5% d'impôts dans un pays en développement, mais après, ah oui, mais ça respecte la loi. Donc on est quand même, on est très aidé par les scandales médiatiques qui ont remis cette question parfois au centre de l'attention. Le scandale du LuxLeaks, donc révélé grâce à des lanceurs d'alerte qui sont poursuivis par le Luxembourg, il a fait que l'Europe, elle s'attaque à cette question et elle a même remis sur la table cette question d'harmonisation fiscale, taxation unitaire, ce qui quand même pourrait être révolutionnaire, qui va probablement mettre un certain temps à être discuté et peut-être adopté, mais ça permet quand même des avancées majeures. Et sur la question des paradis fiscaux, il faut aussi se rappeler que les plus grands paradis fiscaux ne sont pas ceux qu'on croit, les petites îles perdues, mais c'est le Luxembourg, les Pays-Bas, et qu'au cœur de l'Europe, des pays favorisent ces pratiques et se livrent à une concurrence fiscale qui est dommageable parce que finalement qui fait en sorte que tous les revenus fiscaux baissent pour tous les États. Mais sur les questions de fraude que moi je connais moins bien, on s'est aussi beaucoup intéressé à ça, à votre livre au moment où il est sorti au sein de la plateforme Paradis fiscaux et judiciaires, avec cette question toujours sur le monopole effectivement sur le verrou de Bercy, qui pour nous est une vraie question, mais il y a effectivement beaucoup de questions aussi sur les effectifs au sein de l'administration qui se réduisent d'année en année. C'est ce que porte beaucoup le syndicat solidaire Finances Publiques. Et c'est vrai que c'est une mesure, dans un contexte où en fait les effectifs d'administration se réduisent pour toutes les administrations, il est parfois difficile de mettre en avant cette mesure comme une mesure importante, alors que c'est fondamental. Effectivement, le nombre d'acteurs au sein des administrations qui peuvent lutter contre les pratiques de fraude fiscale, c'est une question extrêmement importante.